C'est l'heure de l'information du journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre site et notre application, mais aussi en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce vendredi 26 juin, le coronavirus en Israël. De nouveaux quartiers ont été désignés comme zones restreintes, notamment à Ashdod. Les médias locaux évoquent désormais clairement une deuxième vague. On en parle dans quelques instants. Également au sommaire, le plan d'annexion de la Judée-Samarie, J-4. Les modalités d'application sont, semble-t-il, désormais presque arrêtées. Un message aurait même été transmis récemment par Israël à l'autorité palestinienne. On l'évoquera également dans cette édition une nouvelle affaire d'antisémitisme au sein du Parti travailliste britannique. Le deuxième tour des municipales dimanche en France. Et puis, en dernière partie, nous recevrons le président de la communauté juive de Créteil, Albert Elharrar, pour une très belle action concernant le transfert de sépultures. Radio J. 499 nouveaux malades en 24 heures, 5736 au total et une deuxième vague qui se confirme en Israël. Le ministère de la Santé a publié ce midi les chiffres mis à jour de la progression de l'épidémie de coronavirus dans le pays. 192 patients sont actuellement soignés à l'hôpital, dont 43 se trouvent dans un état grave. Le nombre de morts s'élève désormais à 313. Et alors que les tests de dépistage se multiplient dans le pays, plus de 17 000 pour la seule journée d'hier, voilà que certains quartiers de la ville d'Ashdod dans le sud du pays ont été désignés comme zones restreintes. Les déplacements y sont limités et les établissements scolaires fermés. À Bat-Yam, en dépit du temps estival, les plages sont désormais interdites au public une bonne partie de la journée. On fait le point depuis Israël avec Daniel Haïk, une revue de presse en partenariat avec Studio Kalita. Les données réactualisées du nombre de malades du coronavirus qui s'affichent dans les sites d'information semblent confirmer la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. La seconde vague est déjà là, titre le grand quotidien israélien, en soulignant qu'au cours des 24 dernières heures, 668 nouveaux malades ont été diagnostiqués à travers le pays, ce qui signifie que cette donnée et que cette progression est bel et bien exponentielle, puisqu'en début de semaine, on comptait un peu plus de 200 nouveaux malades au quotidien. C'est là la donnée la plus élevée depuis 3 mois, précise le site N12, qui est devenu, depuis son ouverture il y a quelques mois, l'un des sites d'information les plus suivis d'Israël. Et l'un des responsables du système de santé publique affirme ce matin: à ce rythme, nous n'aurons pas d'autre choix que d'imposer un second confinement. Quant au Israël Hayom, il annonce le retour de plusieurs mesures de restriction avec des zones de déplacement limitées dans certains quartiers d'Ashdod et à Bat-Yam, où les habitants vont se voir privés de plage et de mer, une mesure que les résidents ne comprennent pas. Ce n'est pas à la mer que l'on peut contracter le virus, mais dans les supermarchés, affirment ces habitants de Bat-Yam, particulièrement frustrés. Le Israël Hayom annonce ce matin une réunion déterminante dimanche du cabinet interministériel de lutte contre le corona. L'une des mesures qui pourrait être prise par le cabinet est une baisse conséquente du nombre des personnes autorisées à participer à des mariages. Et cela inquiète justement les propriétaires des salles de fête qui affirment que ce sera là un coup fatal pour eux. Quant à la police, elle annonce qu'elle commencera à verbaliser fermement à partir de ce matin les Israéliens qui ne portent pas de masque. Le Makor Rishon, lui, indique que les renseignements militaires israéliens mettent en garde face à une augmentation du nombre de malades graves dont les prémices ont été constatées ces derniers jours. Et puis le Israël Hayom consacre une partie de ses informations sur l'épidémie aux célébrités israéliennes. On découvre ainsi que la chanteuse Ninette Tayeb a contracté le virus et c'est elle qui l'a annoncé à ses amis dans un post sur les réseaux sociaux. Quant à notre Wonder Woman internationale, Gal Gadot, eh bien, elle s'est placée en quarantaine après avoir été en contact avec une personne malade, même si apparemment il s'agit d'une quarantaine partielle. Et le Israël Hayom, qui avait fait cette révélation, est très fier de constater qu'elle a fait le tour du monde et qu'elle est répercutée par de nombreux quotidiens et sites d'information, donc à travers le monde, dans toutes les langues. Quant aux étudiants israéliens, eh bien, ils craignent, eux, de se rendre aux examens de fin d'année universitaire. Ils sont persuadés qu'ils risquent de contracter le virus et réclament à la place, de la part de leurs professeurs, des examens traditionnels, à la place des examens traditionnels, des examens en Zoom, ou à défaut, la préparation de simples mémoires. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Dans ce contexte de reprise importante de l'épidémie en Israël, Benjamin Netanyahou a annoncé hier un accord inédit de coopération entre 4 entreprises. 2 sont israéliennes, les 2 autres sont émiratis. On écoute le Premier ministre israélien.
Dans quelques instants, les ministres de la Santé des Émirats arabes unis et de l'État d'Israël vont annoncer une coopération entre ces deux États dans la lutte contre le coronavirus. Cette collaboration se fera dans les domaines de la recherche et du développement, de la technologie et dans des domaines qui amélioreront la sécurité sanitaire dans toute la région. C'est le résultat des contacts prolongés et intenses ces derniers mois et cela apportera la bénédiction au public dans toute la région. Plus on est puissant, plus on a la force de dissuader nos ennemis et de rapprocher nos amis. Une annonce confirmée dans la soirée par l'agence de presse officielle émirati WAM. Cet accord scientifique et médical fait partie d'une coopération constructive pour la sauvegarde de la santé des populations dans la région, peut-on lire dans un communiqué. 14h08, Radio J, c'est la suite de l'actualité israélienne avec Steve Nadjar. L'autre grand titre de cette édition, Philippe, ce sont les discussions qui se poursuivent à 5 jours maintenant du début de la mise en œuvre du plan d'annexion israélien d'une partie de la Judée-Samarie. Et selon la chaîne israélienne N12, les choses sont en train de s'accélérer. Le journaliste Ehud Yahari, grand spécialiste du monde arabe de la chaîne, révèle qu'un message aurait été transmis à l'autorité palestinienne par un émissaire israélien. Citant un haut responsable palestinien, le journaliste indique qu'Israël aurait indiqué à Ramallah que le plan d'annexion ne concernerait finalement qu'un ou deux grands blocs d'implantation, très certainement Mahalé Adomim et peut-être également le Gush Etzion. Pas d'annexion donc de la vallée du Jourdain, un point sur lequel le Premier ministre suppléant Benny Gantz avait mis son veto ces dernières semaines lors d'échanges avec Benjamin Netanyahou. Également ministre de la Défense, Benny Gantz tient aujourd'hui une réunion avec les principaux responsables des forces de sécurité israéliennes. Et selon les médias israéliens, des divergences seraient apparues hier entre le chef d'état-major de l'armée Aviv Kochavi et le patron du Mossad Yossi Cohen. Aviv Kochavi table en effet sur une très forte réaction palestinienne, probablement en partie terroriste, avec une possible reprise d'attentats. De son côté, le chef du Mossad Yossi Cohen, qui revient, vous le savez, d'une visite à Amman auprès du roi jordanien Abdallah II, ne croit pas du tout à ce scénario catastrophe. Et puis entre les deux, le chef du Shin Bet Nadav Argaman tient une position intermédiaire. J'ajoute qu'aux États-Unis, l'administration Trump n'aurait pas encore pris de décision définitive dans ce dossier. C'est ce qu'indique en tout cas l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Côté démocrate, une lettre a été adressée hier au gouvernement israélien. 191 membres du parti se sont dit opposés au plan d'annexion israélien, et ce, à 5 mois de la présidentielle américaine. Radio J, 14h10, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. Alors que le Parlement belge a adopté la nuit dernière à une écrasante majorité une résolution appelant le gouvernement à agir pour empêcher Israël d'annexer unilatéralement des pans de la Judée-Samarie, la communauté internationale s'exprime massivement ces dernières semaines contre le projet israélien. Les arguments ont été réitérés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il reste à savoir s'ils influeront finalement sur la décision israélienne. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. L'échéance du 1er juillet sera-t-elle tenue ? À quelques jours de la date annoncée par le chef du gouvernement israélien pour une décision sur l'application de la souveraineté en Judée-Samarie, les esprits s'échauffent et les diplomates s'agitent. Le directeur du Mossad s'est déplacé spécialement à Amman la semaine dernière pour s'entretenir avec le roi Abdallah de Jordanie et lui remettre un message de Benjamin Netanyahou. La teneur de ce message, comme celle de l'entretien, n'ont pas été divulguées, mais on se doute qu'il s'agissait pour Israël d'apaiser les inquiétudes du souverain jordanien et de veiller à ce qu'il ne remette pas en question le traité de paix bilatéral signé en 1994. Mercredi, à l'ONU, le Conseil de sécurité a exprimé son opposition au projet israélien. Le secrétaire général des Nations Unies l'a même qualifié de violation grave du droit international. L'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, a estimé qu'une annexion en Judée-Samarie serait un point de non-retour qui modifierait irrévocablement les relations entre Israël et les Palestiniens. Le secrétaire général de la Ligue arabe a quant à lui mis en garde contre l'éruption d'une guerre de religion au Proche-Orient et au-delà. Les pays européens siégeant au Conseil de sécurité ont quant à eux averti qu'une concrétisation du projet d'annexion porterait atteinte aux relations avec Israël. Du côté de l'autorité palestinienne, la ligne ne varie pas depuis l'annonce du plan de paix de Donald Trump en janvier dernier. Elle refuse d'envisager toute forme de négociation sur cette base, ce qui revient à faire de toute acceptation israélienne une action
unilatérale. Quant au Hamas, il a assuré que l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie équivaudrait à une déclaration de guerre. L'organisation terroriste islamiste a déjà menacé de relancer la violence contre Israël depuis la bande de Gaza comme en Cisjordanie. Tout a donc été dit, ou presque, alors qu'il reste encore 2 acteurs principaux à se prononcer. Les États-Unis, tout d'abord. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a estimé que la décision appartenait à Israël, ajoutant que Washington poursuivait ses contacts avec tous les pays de la région en vue de mener à bien le plan global de paix souhaité par le président Trump, ce qui pourrait indiquer que les Américains ne s'opposeront pas à une décision israélienne d'appliquer sa souveraineté sur tout ou partie des 30% de la Judée-Samarie qui lui seraient attribués dans le cadre d'un règlement négocié avec les Palestiniens, même si le volet palestinien du plan ne peut pas être mis en œuvre tant que ces derniers refusent d'en discuter. Ce que Mike Pompeo a d'ailleurs déploré, estimant que c'était mauvais pour le peuple palestinien et dangereux pour les peuples qui vivent dans cette région. Il ne reste donc plus qu'à connaître la position définitive d'Israël. Sur quelle base le gouvernement d'union trouvera-t-il une formule qui conviendra aussi bien au Likoud qu'au parti bleu-blanc de Benny Gantz ? Sera-t-il plus judicieux d'avancer par étapes, d'annexer tout en une fois ou de se contenter d'une mesure symbolique qui repousserait la véritable échéance à une date indéterminée ? Les enjeux de ces questions sont stratégiques, sécuritaires, mais aussi politiques, et leur réponse dépend, en fin de compte, de Benyamin Netanyahou. On part maintenant en Iran où un réservoir de gaz a explosé la nuit dernière à Téhéran et précisément à Parchin. Parchin, où une base militaire participant au programme nucléaire iranien est installée. Les autorités iraniennes indiquent qu'il n'y a pas eu de victimes, mais c'est une affaire qu'il faudra probablement suivre dans les prochaines heures et dans les prochaines semaines. Radio J, 14h14, la suite du journal. Je me tourne maintenant vers Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. On part avec vous en Grande-Bretagne où le leader du Labour, Keir Starmer, a licencié la secrétaire à l'éducation de son parti après que celle-ci ait partagé un article présentant une théorie du complot antisémite. Oui, la députée Rebecca Long-Bailey a retweeté une interview de l'actrice et activiste anticapitaliste Maxine Peake dans The Independent, dans laquelle elle accuse Israël de former la police américaine aux méthodes qui ont abouti au meurtre de George Floyd. Concernant l'article, Long-Bailey a écrit sur Twitter que Peake était un diamant absolu. Après un tollé et un appel du Conseil des députés des Juifs britanniques pour qu'elle s'excuse, Rebecca Long-Bailey a déclaré qu'elle avait partagé l'article en raison des réalisations importantes de Maxine Peake. Ça ne devait pas être une approbation de tous les aspects de l'article, a-t-elle ajouté. Et depuis son élection en remplacement de Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste, Keir Starmer, a fait de la lutte contre l'antisémitisme, Gabriel, sa priorité principale. Oui, Steve, le responsable s'était même excusé pour l'antisémitisme au sein de son parti lors de son discours d'investiture. Dans une lettre aux parlementaires du Labour, il avait également demandé l'aide des politiciens de son parti pour rétablir la confiance avec la communauté juive. Keir Starmer a été ferme hier pour justifier l'éviction de Rebecca Long-Bailey. L'article contenait des théories du complot antisémite et j'ai donc écarté Rebecca Long-Bailey du cabinet fantôme. J'ai fait de ma première priorité la lutte contre l'antisémitisme et rétablir la confiance avec la communauté juive est une priorité numéro 1 pour moi. Et il est vrai, Gabriel, que sous Jeremy Corbyn, le parti travailliste était gangréné par l'antisémitisme. L'ancien président avait été rattrapé par des accusations d'antisémitisme après avoir été photographié déposant une gerbe de fleurs sur la tombe d'un terroriste palestinien. En 2016, il avait ainsi tardé à exclure du parti Ken Livingstone, l'ancien maire de Londres, qui avait affirmé à la radio qu'Adolf Hitler soutenait le sionisme. À l'époque, 2 organisations représentant la communauté juive avaient écrit une virulente lettre à Jeremy Corbyn, accusant l'élu de se retrouver régulièrement du côté des antisémites. À la même période, une ancienne de ses publications Facebook datant de 2012 et dans laquelle il apportait son soutien à un artiste de rue dont l'œuvre comportait des symboles antisémites avait été exhumée et Jeremy Corbyn contraint de présenter ses excuses. Le Sunday Times avait également répertorié 2000 messages antisémites, voire révisionnistes sur les réseaux sociaux de responsables travaillant pour Jeremy Corbyn, comme son bras droit ou son porte-parole aux affaires financières. Merci Gabriel. Quelques écrans publicitaires tout de suite et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette édition avec notre invité Albert Elharard.
Et l'actualité en France, Philippe, le second tour des municipales se tiendra ce dimanche en France. Et on fait le point avec vous, Gabriel, à nouveau. Oui, près de 5000 communes doivent encore choisir leur futur maire. Plusieurs autres villes seront à surveiller, notamment Lille, où la maire Martine Aubry aura fort à faire pour garder sa place, pour faire barrage aux écologistes ayant récolté 24,5% au premier tour. La droite soutient l'ancienne ministre de l'Emploi. Autre duel impliquant les écologistes, celui à Lyon. Mais cette fois, ce sont les Républicains qui sont concernés, soutenus par les listes de Gérard Collomb et du président sortant David Kimmelfeld. Le premier tour qui avait eu lieu le 15 mars dernier, ça paraît très très loin aujourd'hui, avait été marqué, Gabriel, par une forte abstention en raison de la pandémie du coronavirus. C'était 20 points de plus que lors du scrutin de 2014. L'abstention était de 54,5% le 15 mars dernier. Les prévisions ne sont pas réjouissantes puisque selon un sondage IFOP du 15 juin, 38% des Français envisageraient d'aller voter. Dimanche, 29% des personnes déclarant ne pas vouloir voter expliquent leur choix uniquement par les risques d'être affectés par le coronavirus. Et l'un des enjeux de ce second tour, c'est la bataille à Paris. Anne Hidalgo est toujours favorite à sa propre succession. La maire sortante avait en effet largement devancé ses adversaires avec près de 30% des voix au premier tour contre environ 23% pour Rachida Dati et 17% pour Agnès Buzyn. Hier soir, un dernier débat a opposé les trois candidates sur BFM TV. L'ancienne ministre de la Santé et l'ancienne première secrétaire du Parti Socialiste se sont vivement opposés sur une voie de bus près de l'hôpital Necker transformée en piste cyclable. Necker enfant malade, ce matin, on ne pouvait pas arriver. C'était un immense embouteillage. Les médecins ne pouvaient pas aller travailler. Les ambulances ne pouvaient pas entrer. Le SAMU a été retardé. Les dialyses se sont faites avec 1h30 de retard. Personne n'était au courant. Personne. L'hôpital Necker a été totalement désorganisé. Vous êtes présidente du conseil de surveillance de la PHP. Demandez au bloc opératoire comment ils ont fonctionné, comment les dialyses, comment les consultations se sont faites dans mon hôpital avec des enfants malades. Vous allez peut-être m'accuser de meurtre. Non, mais je trouve ça irresponsable en fait. C'est typiquement la méthode sans anticipation, sans concertation. Agnès Buzyn face à Anne Hidalgo, mais Rachida Dati et Anne Hidalgo se sont également opposés sur les logements sociaux hier, Gabriel. Oui, Steve, la candidate Les Républicains s'est dite contre la politique de ghetto. Ses opposants lui reprochent régulièrement la faible part de logements sociaux dans le 7e arrondissement de Paris, dont elle est maire. Moi, je me suis jamais opposée au logement social. Je m'oppose à la politique de ghetto. Justement, c'est pour ça que je demandais à Madame Vous en Buzyn, êtes loin, hein, vous en êtes loin. J'en suis loin parce que je n'en veux pas. À 2,5%, on est loin du On ghetto. a vu les fractures dans le pays, ces politiques de ghetto. On a vu les conséquences. Madame Hidalgo, c'est très grave ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Ces fractures, ces affrontements communautaires. Et ben, ça se produit aussi à Paris, tout le Nord et l'Est, Madame Hidalgo. Vous savez, tout ce parc social qui a à peine 4 ans, qui a à peine 5 ans, qui est totalement dégradé, il n'y a même pas eu d'isolation thermique. Donc ce parc social, la première chose que je ferais, c'est de faire une isolation thermique pour tous ces appartements. Et j'ajoute que selon un sondage BVA de lundi dernier, dans la capitale, Anne Hidalgo serait en tête avec 45% des voix, devant Rachida Dati à 34% et Agnès Buzyn arriverait en 3e position avec 18%. Réponse attendue dimanche soir. Merci Gabriel. Radio J. 14h21, Radio J, la partie magazine. Albert Elharard, président de la communauté juive de Créteil, répond aux questions de Steve Nadjar. Bonjour Albert Elharard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation cet après-midi. Vous êtes le président de la communauté juive de Créteil et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un très beau projet. Je vous laisse dévoiler comment est né ce projet. J'en dis simplement un mot, mais comment est né ce projet d'exhumation administrative et qui a mené au transfert de sépultures juives du cimetière de Valentin en Île-de-France vers Metz. En fait, il y a toujours une menace qui pèse sur les cimetières parisiens. Il y a quelques années, il y avait un journal, une revue Kuntras, qui a pu faire pas mal d'articles sur le manquement de la communauté juive française concernant les cimetières parisiens. Mais tout arrive un jour. Donc j'ai été saisi il y a 6 ans à peu près de Dr Charbit, qui réside en Israël, qui est président d'une Hevra Kadisha, m'avait saisi la veille de Kippour en me disant attention, il y a une menace de reprise administrative et il faudrait que tu t'en occupes à 4 heures de Kol Nidré. Ça doit faire réfléchir. Ça m'a fait réfléchir tout Kippour. Et puis, on a la chance à Créteil d'avoir des relations étroites avec la municipalité. Et là, il y a le directeur du service technique qui est un élu de cimetière
intersyndicale de Valenton que j'ai rapproché. Et on est arrivé à surseoir pendant une certaine période, 6 ans, pour ne pas qu'il y ait d'exhumation. D'accord, administrative. Ça, c'est la première phase. Ça, c'était la première phase. Deuxième phase, bien sûr que le carré juif arrivait à saturation. Il manquait de place. Donc là, la menace était pressante. Il fallait absolument trouver les ayants droit. Les ayants droit, impossible de les retrouver. Impossible. Toutes les tentatives ont été faites, mais sans succès. Et là, je me suis rapproché, bien sûr, de la direction du cimetière, en essayant de trouver une solution, soit renouveler les concessions. Il n'y avait pas de plus de 50 ans. Donc les devis étaient exorbitants. Et là, j'ai proposé, éventuellement, qu'on récupère ces sépultures. Et là, il y a eu un conseil d'administration qui a accepté. Et de là, j'ai dit, il faut aller jusqu'au bout. Pour moi, le mot impossible n'est pas français. Et puis, j'ai été voir, bien sûr, le président du consistoire, mon ami des consistoires, Joël Mergui, à qui j'ai exposé, bien sûr, le projet. Bien sûr, avec toutes les tentatives qu'il y a eu au sein des cimetières parisiens, il y avait toujours une négation de la part des élus. Donc, on n'y croyait pas. Et puis, Kippour, 5780. Alors, comment est née cette idée out of the box, comme on dit parfois dans le monde de l'entreprise? Mais parce que je crois qu'il y a les gens après la mort, pour qu'on puisse retrouver un jour cette vie éternelle, il faudrait que les gens soient enterrés dans une certaine condition. Et ici en France, le problème se pose. D'accord, il faudrait qu'il y ait le souci de ces morts, qu'est-ce qu'ils vont devenir après une échéance qui arrive d'une concession et qu'il n'y ait pas d'ayant droit. Que fait-on? Donc s'il n'y a pas aujourd'hui la communauté qui, elle, se sent concernée pour agir, qui va agir pour eux? Et là donc le combat a commencé, et je vous dis à Kippour en 5780, j'ai reçu une lettre officielle de la part du directeur et du président du tribunal du cimetière intersyndical nous donnant l'autorisation de récupérer ces sépultures dans la condition d'avoir une traçabilité. Et là, bien sûr, sur les conseils de Joël Mergui et du grand rabbin de France, Chaim Corsia, j'ai contacté, bien sûr, le président de la communauté de Metz, parce que vous savez qu'en Alsace, tous les cimetières, c'est sous le régime concordataire, et donc, tous les cimetières appartiennent à la communauté. Et là, le président de la communauté de Metz, Philippe Wolf, a été extraordinaire. Spontanément, il a accepté qu'on puisse occuper une trentaine de fosses dans le cimetière de Metz. Et là, ça a été le plus dur. Globalement, avant de revenir sur cette seconde étape, globalement, la collaboration avec les pouvoirs publics, en tout cas pour la première phase, a été relativement aisée? Fluide. Exceptionnel, fluide. On n'y croyait pas. Au moment où j'avais reçu ce courrier, je l'ai adressé par fax à tous mes amis et j'ai dit ça va arriver. Donc la porte est ouverte, la voie est ouverte. Ça va peut-être créer une jurisprudence pour ce qui est à faire et ce qui est à venir. Et j'en suis convaincu que on réussira parce que tout est fait. Il y a beaucoup de critiques, mais c'est un combat quotidien de la Hebra Kadisha, du consistoire, de pouvoir sauver ces Neshamot. Alors, ce qu'on a fait, et ce qu'on a réussi à Charenton, je crois qu'on réussira à le faire pour toutes ces Neshamot qui sont en attente. Quelles sont les contraintes religieuses que vous avez dû respecter? Alors, je vous cache pas que, vous savez, il faut retrouver tout un corps. C'est plus un rabbin, il y a des vertèbres, il y a des ossements, il faut reconstituer le corps. Et je peux pas, c'était dur pour moi, d'assister. On a fait venir le Rav Eckstein, qui lui forme tout le personnel de Zaka en Israël, qui est le spécialiste pour la reconstitution des corps. Notamment lors d'attentats. Ouais, tout à fait. Et là, je peux vous dire que assister à cette opération, ça a été très très dur. On ne dort pas pendant plus d'un mois, avec des images assez fortes. Et on a exhumé 29 sépultures qu'on a stockées dans l'ossuaire de Valenton qui est réservé à la communauté, d'accord? Et de là, on a organisé un gala pour collecter des fonds, parce que il y a des frais de fonctionnement, on peut pas empiéter sur les frais de fonctionnement, et on a organisé un gala en janvier.
qui a rassemblé un certain nombre de donateurs de Créteil que je remercie et des banlieues avoisinantes. C'est un projet qui a suscité un élan de solidarité. Écoutez, quand on a organisé le gala, j'osais pas parler de projet du cimetière de Valenton. Je n'osais pas parler des défunts. Et puis je peux vous dire, la sensibilité était là. Les gens ont répondu. Et puis après, on a eu malheureusement la période difficile du corona. Et je m'étais déplacé à Mestre avec mes collègues pour me rendre compte de l'endroit. Et là, j'ai rencontré un homme exceptionnel, Henri Schumann, qui m'a présenté donc les Marbreries Trouville, qui eux se sont occupés donc pour organiser donc le creusement des fosses, avec qui on a traité. Et puis on devait s'occuper de transférer ces corps, qu'elles ne tardent pas dans l'ossuaire. Et là, il y a eu le corona. Et pendant le corona, le marbrier, malheureusement, est décédé suite au corona. Son fils a pris la relève. On dirait que lui-même s'était emparé. Il fallait qu'il s'empare de cette mitzvah. Et là, au lendemain du 2 juin, qui était une date que tout le monde connaît, un déconfinement, je dirais pas à peu près total, on n'a pas perdu de temps. Les ossements, tous les cercueils, et les reliquaires ont été récupérés et on les a réinhumés. Et je voudrais profiter parce que, vous savez, c'est un budget. Et comme je vous dis, je voulais pas empiéter dans les frais de fonctionnement. Je voudrais remercier une association qui est dirigée par une certaine Déborah Amar, qui a été active pendant ce Covid-19, qui nous a aidé à boucler le budget pour payer le marbrier. Et là, on a pu faire une petite cérémonie parce que ça mérite une grande cérémonie qu'on organisera peut-être à la rentrée. Et on a inhumé les 29 sépultures le 3 juin. C'était hyper émouvant. Et je pense qu'aujourd'hui, la voie est ouverte. Et j'ai découvert pendant ce corona un certain dynamisme chez notre jeunesse. Encore, j'ai vu sur les réseaux sociaux des jeunes qui se sont mobilisés la semaine dernière pour nettoyer le cimetière de Pantin, jardinage. Et je dis, tous ces jeunes, il faut se mobiliser pour penser à ces Neshamot qui, elles, il y a personne qui pense à elles, qui n'ont pas d'ayant de droit. Il faudrait qu'on s'en occupe. Et je suis sûr que toutes les communautés, les présidents de communautés, nous aideront à réaliser cette belle mitzvah de Hesed Shelemet. Albert Elard, un dernier mot. Lorsque sa vie, votre vie, peut-être aussi celle des gens qui ont collaboré à ce projet, est bouleversée par une telle action, par une telle mitzvah, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite ? Est-ce que vous avez déjà d'autres projets similaires à celui que vous avez mené qui pourraient l'être dans les prochains mois ? Écoutez, les prérogatives d'un président de communauté, je crois qu'elles sont les mêmes pour tous. D'accord, faire vivre une communauté, faire vibrer une communauté comme celle de Créteil. Je crois que on a une très très belle communauté et je salue le grand rabbin senior et tous les rabbinis de la ville et tous les membres qui m'accompagnent de la commission administrative. Et je crois que dans cette mitzvah, elle va ouvrir certaines voies qui sont aujourd'hui figées sur les autres cimetières. Et vous avez parlé d'élections du premier tour. À la veille du premier tour, on était autour de la table où Joël Mergui a invité les 3 candidates à la mairie de Paris. La candidate, je précise, c'est particulier qu'il y ait 3 femmes. Et puis tout de suite, le grand rabbin Guggenheim et monsieur Serge Benaïm ont interpellé tout de suite Anne Hidalgo, justement pour débloquer cette situation de ces cimetières parisiens pour toutes les reprises administratives. Donc voilà, je crois qu'il faudrait continuer dans cette action et j'appelle. Il faut être vigilant quand on va dans un cimetière, voir s'il n'y a pas une annotation sur une sépulture. Attention, reprise administrative, parce que des fois ça passe en douce et il faudrait qu'on soit vigilant là-dessus. Merci beaucoup Albert Elard d'avoir été notre invité. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bravo. Et Chazak Ubaor. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édito de Serge Ajdenberg, suivi de l'émission Amerhat présentée par Neloukon. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Shabbat Shalom, portez-vous bien.